Salut à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de .ai. Aujourd'hui, on va parler argent, on va parler levée de fonds versus bootstrap, comment financer le début de sa boîte. C'est un sujet qui est tout frais pour nous aussi parce qu'on vient de boucler un deuxième tour de financement. Donc on était pas plus tard que début de semaine chez le notaire pour boucler tout ça. Et avec l'expérience de ces 3 dernières années et surtout en ayant vu pas mal de modèles de financement, je voulais apporter un tout petit peu des pistes de réflexion sur la manière de commencer un business et peut-être challenger certains automatismes de partir en levée qui peuvent être, j'espère, pertinents. Et puis sinon, ça fera juste un avis en plus à prendre en compte. Donc globalement, pour revenir nous sur ce qu'on a fait au niveau du début de Biped. Avec Biped, on s'est dit qu'on allait développer du hardware, mais pour autant, on n'a rien levé sur la première année. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on avait cette opportunité, on avait une opportunité de faire au début du conseil en intelligence artificielle sur des missions assez courtes qui allaient nous apporter du financement pour quasiment un an. Parce que c'était structure très lean en tant que telle, c'est-à-dire on cramait vraiment très peu de cash, on prenait quasi pas de salaire, enfin moi j'en prenais pas, mon associé prenait très peu, juste pour couvrir une vie ultra basique en Suisse, et puis on n'avait pas de bureau, on n'avait rien, donc en soi on avait vraiment une structure de coût, on n'avait pas grand chose, et cette période-là était en tant que telle très intéressante pour ça. Et on a pu vivre sur toute l'année avec ce qu'on s'était dégagé sur une mission qui était de l'ordre de 60 000 euros, un truc comme ça. Et ça a suffi à développer, à financer. Du coup, on avait des stages, des stagiaires qui étaient là. On avait, en plus de ça, le salaire de mon associé. On a commencé à prendre des petits bureaux, mais on arrivait à se faire, à avoir les bureaux gratuitement. Les itérations hardware, acheter du stock, des trucs comme ça. Et donc, l'intégralité de la boîte, on était jusqu'à 4, alors bien sûr avec 2 stagiaires, mais on était jusqu'à 4 en vivant sur une enveloppe au global de 60 000 euros. Et après ça, on avait eu deux petites bourses en plus par-dessus. Et ça, il y a des mécanismes. Alors en Suisse, les mécanismes de soutien aux startups comme ça, donc des bourses qu'on a eues par exemple, elles sont très souvent réservées aux boîtes qui sont des spin-offs, donc c'est-à-dire vraiment des projets universitaires qui ont été lancés ou qui sont menés par des étudiants et qui arrivent sur le marché. Donc là, il y a vraiment énormément de mécanismes de soutien qui existent en Suisse pour ça. Mais globalement, l'aspect de faire une mission de conseil ou autre, j'ai vu plein de boîtes démarrer comme ça et éviter d'avoir à aller chercher des premiers fonds en tant que tel, parce que c'est un truc... alors nous, ce n'était pas un domaine exactement relié, donc on n'a pas pu réutiliser ce qu'on développait dans ce secteur-là, mais des fois, il suffit de trouver un client qui a le problème qu'on est en train d'essayer de résoudre avec notre logiciel par exemple, lui proposer de faire une solution custom et d'arriver à développer le produit conjointement avec le client, qui plus est peut devenir potentiellement à terme un investisseur stratégique ou en tout cas un ambassadeur de la solution, tout en mettant au clair que ce qui est développé sera réutilisé dans une solution plus générique sur le marché pour la boîte. Et ça marche hyper bien. Et quand on a des types de business où on n'a pas forcément besoin d'aller chercher du capital extérieur, globalement c'est un système qui est quasi parfait parce qu'on travaille sur son produit tout en étant payé. En vrai, il y a plein de boîtes chez Y Combinator aussi, qui est un gros accélérateur de start-up aux États-Unis. Il y a plein de boîtes chez Y Combinator qui font ça aussi. Et nous, on s'était fait approcher par quelques boîtes qui proposent des trucs en intelligence artificielle dans le traitement d'images et qui cherchaient des premiers clients. Donc, ils disaient on va développer un truc custom pour toi, mais par contre, nous, on va réutiliser ça en toute transparence. On va réutiliser ça dans le produit final qu'on veut lancer qu'on veut lancer après ça. Et des fois, ça suffit d'avoir des pilotes comme ça payants, ou des fois, on a besoin d'aller plus vite et d'avoir plus de ressources en capital de l'autre côté. Donc nous on était parti avec du hardware, donc alors avec hardware, dispositif médical aussi dans le secteur dans lequel on est. Globalement on sait qu'on avait besoin d'un paquet d'argent. Première année on a pu faire
sans, avec cette mission de conseil. Deuxième année, on avait ne serait-ce que faire la certification médicale d'un appareil comme le nôtre. Même si on fait un truc qui est assez optimisé, on va lâcher entre 30 et 40 000 euros. Commencer à améliorer le processus, tout le hardware, où on était forcément aux alentours des 100 000 euros ou au final plus. Donc là, on commençait vraiment à avoir des besoins externes qui étaient assez importants, et du coup, très vite, on s'est orienté vers une levée de fonds. Et globalement, sur toute la question de la levée, je vois énormément de boîtes qui développent du software, qui vont vers des levées, mais de manière quasi automatique, parce que ça fait bien, ou parce que c'est un standard, ou parce que voilà. Mais dans les faits, la levée se destine quand même à des boîtes qui ont un profil très particulier. C'est-à-dire que une boîte, à partir du moment où elle a levé des fonds, on a concrètement revendu une part de son capital à des investisseurs, et donc en gros ils deviennent actionnaires de la société. Ça a du sens que s'ils peuvent retrouver leur argent à un moment, même si c'est des business angels potentiellement, donc des investisseurs privés. Ces investisseurs privés vont chercher à un moment à sortir de ces sociétés-là. Bien sûr, pas de manière ultra proactive, en mode ils vont vous appeler toutes les semaines et dire je veux me barrer. Mais ça reste le but de leur investissement initialement. Donc, et quand c'est des venture capitalistes qui rentrent dans la boîte, là ça devient encore différent, parce qu'ils cherchent un énorme multiple qu'ils peuvent réaliser. Et donc du coup, quand on va parler à des fonds, ils vont forcément chercher, dans l'idée, un fonds early stage, donc un fonds qui investit très tôt. Il leur faut, pour bien réussir, au moins une boîte qui va aller taper 500 millions de valorisation. 500 millions de valorisation, il y a peu d'élus quand même qui arrivent à ce genre de truc-là. Donc il faut des boîtes qui sont capables de le faire. 500 millions de valorisation, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire du 100 millions de revenus annuels ou quelque chose comme ça. Et donc, quel que soit l'axe qu'on prend ou la manière dont on le tourne, la levée de fonds se destine à une sortie à un moment. Et alors, bien sûr, on peut revendre l'intégralité de la boîte, ou on peut se faire racheter ses parts par des investisseurs dans des tours suivants, etc., etc. Mais les investisseurs dans les tours suivants ne vont être d'accord de racheter vos parts d'investisseurs early stage dans la boîte que si eux voient encore une perspective de croissance dans la boîte et qu'ils pensent que la boîte peut rentrer en bourse ou autre. Donc en soi, je trouve que dans le mindset, parce qu'il y a beaucoup de levées qui se font, des plus petits montants en ce moment avec les conditions macroéconomiques, mais il y a beaucoup de levées qui se font, et la levée reste quand même toujours un instrument qui ajoute, c'est une bombe à retardement, dans un sens où on a timé le moment où on sait qu'on doit essayer de sortir. Et globalement, le plus tôt on sort avec le plus joli multiple possible, le mieux c'est pour l'intégralité des investisseurs et très souvent des fondateurs de la boîte. Mais on oppose souvent la levée à monter un business en mode bootstrap. Donc bootstrap, ça va être aller financer soi-même sa croissance en générant du revenu. Chose qui paraît assez ahurissante aujourd'hui en tech, parce qu'il y a peu de boîtes qui arrivent à le faire et que c'est un peu les ovnis qui se lancent là-dessus, mais ça reste la base du business model de tous les autres, dans tous les autres secteurs. Je veux dire, des boîtes de services, elles vont pas, ou très rarement, croître plus vite que leur chiffre d'affaires ne croît, et en fait elles vont embaucher simplement une fois qu'elles ont la bande passante pour embaucher une personne. Donc ça c'est vraiment standardisé en tech de faire des levées de 1 million, 2 millions ou 3 millions, et puis de se dire ça c'est pour commencer, je vois ce que ça donne, mais c'est déjà il y a un engagement du coup à revendre la boîte d'un côté, et puis ça reste des gros montants où il faut vraiment avoir le levier en termes de vente après ça pour venir apporter un vrai retour sur investissement. Donc voilà, au niveau du bootstrap, c'est clair que bootstrapper une boîte hardware, on en voit quelques-uns, ça je dis pas du tout que ça n'existe pas, c'est beaucoup plus dur, c'est une autre catégorie mais avec des bons partenariats stratégiques. Il y a des gens par exemple qui font du hardware et qui d'un coup découvrent des synergies avec un acteur industriel, ou avec par exemple des boîtes ou avec l'armée, ou avec des choses comme ça, et là du coup il y a un projet qui se développe avec un partenaire stratégique et qui permet à la boîte de grossir. Sur du hardware B2C, encore
plus ciblé. Là, on rentre vraiment dans les... Je trouve quand on avait l'impression d'avoir fait le tour de la question et de se dire, je crois qu'on n'a pas le choix, pied au mur, dos au mur, et on est obligé de lever à partir de maintenant. Mais voilà, sur cet aspect de bootstrap, concrètement, c'est pour ça que ça marche quand même mieux avec le software. Mais il y a un aspect qui est toujours intéressant, c'est que en bootstrap, on va forcément garder un contrôle complet sur la boîte. Et si on a une croissance qui nous plaît, il y a toute une communauté sur Twitter, par exemple, de indie hackers, donc vraiment des gens qui développent des petits business, qui les commercialisent, qui vendent des abonnements à des utilisateurs en disant vraiment le truc tout bête, je vois un problème, je construis un petit logiciel, j'ai pas l'ambition d'en faire une équipe de 15 personnes, mais si le truc il génère 15 000 balles par mois, c'est ma liberté financière parce que je me paye un salaire complet avec un projet comme ça. Et puis après, il y a des projets de software qui sont plus ambitieux et qui vont finir par grossir, mais tout en ayant commencé par un aspect bootstrap. Donc c'est aujourd'hui un truc qui m'intéresse vraiment, le monter des business en bootstrap. Je vous parlerai dans un instant d'un petit truc que j'ai lancé à côté. Et je trouve qu'il y a tout un pan de sorties que ça ouvre qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait de la tech et quand on lève des fonds, on est un peu condamné à aller chercher l'exit exceptionnel. Mais l'exit à 200 millions, 300 millions, 500 millions ou 1 milliard pour que ça soit vraiment considéré comme un succès, parce que c'est à peu près comme ça que tout ça est orienté et structuré pour les besoins de retour aussi des fonds capitaux risques et qui eux-mêmes cherchent leur rentabilité globalement en ayant une boîte qui vaut énormément d'argent. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dans le portfolio, il y a beaucoup de boîtes qui vont plus rien valoir à terme pour ces VC. Et donc du coup, ils ont besoin d'une boîte qui explose tout. Et ce qui veut dire qu'on prend un exemple de boîte qui a levé à quelque chose qui se voit assez fréquemment, 5, 6, 7 millions d'euros pré-monnaie, il a levé 1, 2 ou 3 millions. Et imaginons que la boîte, tout compris, après le tour, du coup, on dit qu'elle a une valorisation post-monnaie. Donc c'est-à-dire une fois que l'argent des investisseurs a été inclus dans la valorisation de la boîte, elle a une valorisation de 10 millions. C'est-à-dire que si demain, il y a un acquéreur qui arrive, qui se positionne et qui dit moi, je suis intéressé pour acheter la boîte 5, 6 ou 7 millions. Globalement, la vente, dans ces cas-là, elle peut toujours être étudiée, mais elle se fait à la moitié de la valorisation à laquelle les derniers investisseurs sont rentrés. Ce qui veut dire qu'un investisseur qui aurait mis 1 million sur une valorisation à 10 millions post-monnaie, globalement, il y a une offre de rachat à 5 millions, c'est pas un bon deal pour lui. Alors que du point de vue fondateur, et ça c'est vraiment un truc qui est assez fou, c'est qu'on peut se dire on peut commencer une année, monter un projet, l'année prochaine, avoir une offre de rachat très tôt parce qu'il y a un acquéreur stratégique ou autre qui globalement se manifeste et qui dit moi ça m'intéresserait de reprendre la boîte pour 5 millions d'euros et se dire en un an, le travail qu'on a fait, la propriété intellectuelle qu'on a mise dedans et tout, ça me permet de sortir à 5 millions. Pour l'immense majorité des fondateurs, c'est un truc qui change totalement la vie. Pour les fonds qui sont embarqués, c'est un truc où ils diraient non parce que déjà il y a un down round, donc c'est-à-dire vraiment une baisse de la valorisation de la société, alors que ça serait une super sortie en tant que telle. Et donc, moi je pense que la question de la sortie et la question de savoir est-ce qu'on veut lever des fonds ou pas, elle est étroitement liée au type de succès qu'on cherche. Et il y a plein de boîtes qui, du coup, vont aller chercher des fonds sur les marchés, donc pour lever des fonds, et qui, en tant que telles, du coup, vont se priver de plein de sorties potentielles sur ce type de projet qui pourraient changer financièrement le cours de leur vie, qui pourraient donner une vraie crédibilité, qui pourraient tout ça, parce qu'il y aura aussi des négociations de valorisation. Donc on est en train de lever en seed par exemple, on n'a pas envie de lever à 3 millions pré-monnaie, mais on veut lever à 7 millions pré-monnaie, etc., etc. Mais tout ça, ça ferme des portes de sortie, en tout cas dans la manière dont moi je le vois aujourd'hui.
y a plein de portes de sortie qu'on pourrait pas prendre avec Biped directement parce que on a levé à une certaine valorisation et la valorisation doit continuer à monter pour qu'on puisse continuer à créer un cas intéressant à l'échelle. Et on a du coup un peu un momentum qu'on est obligé de respecter sur la croissance du revenu, sur ceci, sur cela, pour rester un cas attractif pour de la série A, pour de la série B, pour de la série C, et penser à comment est-ce qu'on va orienter notre business pour qu'il puisse toujours valoir potentiellement plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros à un moment. C'est-à-dire vendre en gros un concept de je ne peux pas juste opérer sur ma niche, mais je suis en train de développer du coup une technologie beaucoup plus vaste, qui a peut-être moins d'impact vertical, mais qui se dédie à beaucoup plus de marchés. Et ça, c'est un truc qu'on voit, où on se pose la question souvent, mais tard dans la réflexion. Et je trouve que c'est pas forcément assez présenté, parce que les levées font les gros titres et ceci et cela, donc ça apporte les jolis moments de fame. Mais en tant que tel, et bien sûr ça achète un raccourci parce qu'on revend une partie de sa boîte, mais après ça on a quand même pas mal de fonds à dispo pour développer quelque chose, et des fois on n'a pas le choix, et voilà. Mais il y a quand même cet aspect de se dire que ça ferme des portes de sortie potentielles sur des choses qui auraient pu être hyper sympas et hyper gratifiantes, parce que ça condamne un peu à l'exploit en tant que tel. Et puis monter une boîte et 2 ans plus tard la revendre à 10 millions, c'est un truc génial potentiellement, mais c'est des portes qui sont fermées pour plein de boîtes tech ou deep tech qui ont levé des fonds à des valos hyper élevés. Donc voilà, ça je pense que c'était juste un des points que je voulais soulever, et pour vous parler un peu de l'expérience que j'ai aujourd'hui, de faire un petit SaaS à côté. J'ai commencé à bosser sur fin juillet 2023 sur un petit chatbot sur WhatsApp dans une verticale. En gros, prendre un agent de chat GPT que j'entraîne, que je prompte pour donner des réponses assez spécifiques sur une verticale assez niche, qui est vraiment aider des étudiants en première année de médecine. Et ce truc-là, du coup, développer ça m'a pris à peu près 2 semaines à développer. Et là, j'ai commercialisé ça. C'est arrivé sur le marché globalement. On a commencé à faire des partenariats TikTok, fait en famille au final pour la commercialisation. On a commencé à faire des partenariats TikTok avec des créateurs, et puis à essayer de relayer l'outil. Et c'est un outil qui, du coup, tout doucement monte. Là, ça fait 750 € à peu près de revenus mensuels récurrents. Donc, c'est un truc qu'on vend en abonnement. Je pense que ça fera 1000 € de revenus mensuels récurrents d'ici une dizaine de jours. Et puis, si on est sur une bonne trajectoire, ça fera 2-3 000 € par mois avant la fin de l'année, avant la fin 2023. Et tout ça pour globalement dire que là, c'est un side project où, en gros, le week-end, quand j'ai un peu de temps, je me mets dessus. Ça a une vraie valeur dans le fait de pouvoir explorer des techniques de commercialisation de ceci, de cela, et de bosser intégralement seul sur le projet d'un point de vue technique, sans contraintes particulières, sans pression, sans ceci, sans cela. De le faire croître à la vitesse qu'il faut, c'est-à-dire quelque chose de sain. Enfin, bien sûr, si le truc explose et vraiment demain ça fait 10 000 € par mois, dans ces cas-là, il me faudra quelqu'un pour gérer le truc. Mais seulement à ce moment-là, du coup, une embauche se fera. Mais du coup, je suis maître complètement de la timeline, et ça, c'est assez intéressant. Ensuite, je pense qu'il y a une des branches qui se développe vraiment aujourd'hui, c'est l'acquisition de ces micro SaaS. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle acquire.com, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui qui se développent. Qui donne une vraie visibilité à un petit projet qui fait 1000, 2000, 3000 € par mois, qui donne des vraies visibilités à ce genre de projet-là, et qui permettent de les revendre à des valeurs à des valorisations qui sont super intéressantes. Parce qu'en gros, ce qu'ils remarquent sur acquire.com, c'est qu'on prend le chiffre d'affaires
annualisé. Donc en gros, un projet qui va faire 2000 euros par mois, on prend à peu près 25 000 euros pour simplifier, ça va faire 25 000 euros par an. Globalement, si vous avez des bonnes marges et qu'en gros vous avez quasiment aucun coût là-dessus, vous allez pouvoir revendre 5 fois le profit annuel ou généralement 3 fois le chiffre d'affaires annuel. Mais quelle que soit la manière dont vous le tournez, si disons que vous avez 5 000 francs d'hébergement, de choses comme ça sur ce produit-là, globalement vous tombez sur des fourchettes de revente qui sont entre 70 000 et 100 000 euros, un truc comme ça. Ce qui, pour beaucoup, est entre 20 et 30 fois inférieur à la toute première valorisation qui est connue pour une boîte qui commence à lever en seed. Qui pourrait faire la même chose, ils pourraient développer des chatbots pour les étudiants ou des trucs comme ça, mais ils iraient pitcher une valorisation de 3 millions en pré-monnaie. Sachant qu'en tant que tel, si on se dit « Ah ouais, je vais bosser dessus 2 mois », un truc fera 2 000 euros par mois et puis je le revends 100 000 euros et qu'on propose ce deal à des jeunes qui se précipitent sur des levées de fonds, je suis clairement pas sûr que tout le monde parte sur les levées de fonds et qu'il n'y en ait pas qui considèrent le fait de construire quelque chose et d'être totalement propriétaire de ce qu'ils construisent et de revendre cette boîte-là. Mais il y a un gap de valorisation qui est expliqué très souvent par le fait que quand une boîte vient pitcher au tout début un investissement potentiel dans la boîte, surtout en pré-seed, on est vraiment au stade où tout est possible. Il n'y a pas de point d'ancrage, il n'y a pas de référentiel, on ne se dit pas tiens la boîte elle fait 2 000, 3 000 euros de revenus mensuels. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a un projet potentiellement que la boîte vaille 500 millions parce que dans les projections financières, même si on peut être conservateur par rapport aux hypothèses que les fondateurs font ou autres, on voit que la boîte peut valoir 300, 400, 500 millions, etc. parce qu'ils peuvent faire 100 millions de chiffre d'affaires annuel récurrent. Et donc du coup, on prend ce pari-là et on se dit, ok, si je rentre à 3 millions et que j'arrive à sortir à 500, j'ai fait un gros multiple, blablabla. Alors que ça peut être la même boîte qui est montée en indie hacker ou en solopreneur, donc vraiment seul quoi, derrière le truc, avec une sortie qui peut, je sais pas, si on vend une boîte 100 000, 200 000, 300 000 euros, on est toujours bien en dessous des valorisations qui se négocient aujourd'hui avec des fonds d'investissement ou avec des réseaux de business angels, mais qui, pour plein de gens, permettent, par exemple, d'acheter cash un appart en France ou des choses comme ça. Et ça, c'est pareil, je trouve qu'il y a un côté très sain dans cette approche-là, de se dire on monte un truc, on le fait croître, on le liste à la vente et on trouve quelqu'un qui se dit bah tiens, moi j'ai les compétences et le cash pour vraiment faire grossir encore ce business, mais arriver à l'étape d'après. Du coup, les gens qui achètent ces boîtes-là pour 100, 200, 300 000, globalement, ils détiennent 100% après ça d'une boîte qui est rentable, qui a à peu près des fois le même service qu'une boîte qui a levé des fonds, en tout cas en software, qui a levé des fonds auprès de VC. Mais ils en détiennent 100% de la structure. Il y a un track record parce qu'on sait qu'elle est rentable, blablabla, et la personne se dit j'ai les compétences et j'ai envie de mettre le temps pour faire croître ce projet-là et faire encore un x10 et puis revendre encore la boîte, etc. Enfin, voilà, donc il y a toute une économie qui se développe autour de... Alors c'est surtout en software et surtout sur des SaaS, donc on parle souvent de boîtes qui sont sur des petites niches et qui ne vont pas résoudre des problèmes fondamentaux ou autres. Mais c'est juste une alternative que je trouve hyper intéressante et que moi j'avais envie d'explorer sur un side project aussi de mon côté et où je suis assez content de l'expérience jusque-là parce que je trouve que c'est assez complémentaire et c'est quelque chose surtout qui peut être lancé sur vraiment ces quelques heures qu'on peut passer à côté, trouver sa niche, commercialiser, écouter les feedbacks clients et puis améliorer le produit ou l'interface ou le chatbot ou ce que vous voulez au fur et à mesure. Et puis voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire autour de la valorisation de ce genre d'approche. Maintenant, c'est clair qu'il y a énormément
Donc là, j'ai fait un peu toutes les raisons pour lesquelles ça peut être cool de ne pas lever de fonds et d'essayer de se focus à lancer un truc seul ou en toute petite équipe, mais sur une approche bootstrap. Maintenant, c'est clair que si je prends l'autre côté de la balance, déjà, il y a beaucoup de problèmes qui ont du mal à être résolus sans capital. On parle aujourd'hui des boîtes qui sont en train de transformer des générations et d'impacter des générations. Ça va être des boîtes comme OpenAI, des boîtes comme Climeworks. Après, en consumer, pas des boîtes qui changent tellement en termes de techno, mais des boîtes comme On, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que c'est des sociétés qui très tôt ont été très intensives en capital et où du coup il y a énormément d'argent qui est déjà qui a dû être injecté. Des boîtes qui bossent sur par exemple des réacteurs nucléaires mobiles, des choses comme ça. C'est forcément des boîtes où on est obligé de passer par du capital et où on est obligé de trouver un business case dans le long terme pour la survie de ces boîtes-là, et très souvent elles y arrivent. Il y a, je dirais pour les boîtes qui sont un peu entre les deux et où il y a la possibilité de faire les deux, de soit bootstrap un peu plus dur, mais why not, soit essayer d'aller lever, mais en même temps tous les VC disent non, et les business angels, on n'a pas trop de succès, blablabla. Je pense que sur les boîtes qui sont entre les deux, d'un côté, je mettrais cette première question de quel est le type de sortie qu'on vise et qu'est-ce qu'on cherche de cette expérience entrepreneuriale. Clairement, moi, je savais que en tant que tel, j'avais envie de monter un petit truc SaaS et puis de me faire cette expérience là-dessus, mais que c'était pas forcément juste prendre une petite verticale pour arriver à générer de l'argent et éventuellement revendre la boîte. C'était pas ça qui m'intéressait comme mission en tant que tel. Avec Biped, je me lance sur une mission qui est qui est plus grosse et plus ambitieuse, d'arriver à permettre aux personnes non-voyantes et malvoyantes de se déplacer indépendamment du point A au point B. Parce qu'il y a un gros challenge technique, parce que ça n'a jamais été fait et parce que ça m'apporte un vrai sens de l'accomplissement. Et si je le fais, autant donner le plus d'ambition possible à ce qu'on fait et essayer de se dire que ça peut être une boîte qui, à terme, peut aider 300 millions de personnes sur la planète à se déplacer. Et ça, c'est telle qu'on le voit, une opportunité qui peut clairement avoir de la valeur et puis attirer du capital à plus grande échelle. Le truc principal, je dirais que ça apporte, une fois que nous, on s'est mis en tête qu'on allait partir lever des fonds, et ça, c'est un truc qui est hyper différent par rapport à un truc bootstrap, c'est le réseau. Ce qui est assez fou, c'est que si on arrive à maintenir un lien de confiance avec ces investisseurs, en gros, on va rencontrer des gens qui peuvent nous ouvrir des portes, qui peuvent changer totalement la phase du développement de notre carrière et de notre boîte en tant que telle. Et ça, c'est difficile de répliquer ça en bootstrap, parce qu'en bootstrap, on va partir sur une aventure qui est beaucoup plus solo, très souvent, même s'il y a quelques boîtes qui peuvent soit essayer de créer une communauté avec leurs clients, ou il y a des petites communautés aussi de solopreneurs ou de choses comme ça, mais pour essayer un peu de casser ce truc on est tout seul dans sa chambre ou en voyage, et puis on développe son site et on fait croître le revenu, et puis voilà. Et là, je trouve qu'il y a un vrai aspect social aussi sur des boîtes qui vont lever des fonds, c'est qu'on va rencontrer des investisseurs et des business angels qui initialement sont dans des sphères qu'on ne pense pas pouvoir forcément atteindre, où on n'a pas de porte d'entrée, on n'a rien, et puis on finit par être introduit auprès de tel family office, auprès de telle personne qui a revendu une des boîtes les plus influentes de tel secteur, qui nous présente un pote à lui, qui investit aussi dans des boîtes, qui accepte d'être mentor de la boîte. Enfin, il y a vraiment tout un déroulé qui fait que il y a plein de gens qui, après ça, ça ouvre les portes de plein de gens qui sont prêts à aider, qui sont hyper smart. C'est très souvent le point commun forcément qu'on retrouve dans ces sphères-là.
et puis qui permettent de bypasser totalement l'âge des fondateurs. On peut arriver à 25 ans, et puis au contraire, c'est pas du tout un point négatif d'avoir 25 ans, c'est vu comme c'est le moment parfait pour entreprendre, parce qu'on bosse, on n'a pas besoin de beaucoup de salaire, on bosse beaucoup, on a plein d'idées, on a tous les trucs frais, tous les concepts techniques de l'université qui sont encore frais. Et puis voilà. Et ça, c'est vraiment, moi, je pense, le truc principal. En soi, l'argent qui arrive sur le compte à un moment, ça permet de faire plein de trucs. C'est beaucoup plus de pression à la limite que si on voit un revenu mensuel qui croît, plutôt que de voir un compte qui au début est fourni et qui baisse au fur et à mesure, et on continue à faire de la R&D en se disant qu'à un moment on aura ce premier produit qui sera prêt à arriver sur le marché, et là on pourra inverser la courbe. Donc je pense que il y a un côté plus stressant, on donne forcément plus d'ambition sous-jacente au projet, parce qu'il y a ce commitment à revendre la boîte et à en créer une vraie belle sortie. On se ferme pas mal de portes de sortie sur des sorties qui pour autant auraient pu être des jolies sorties. Quand on commence avec son idée et se dire qu'il y a quelqu'un qui peut arriver, mettre 2-3 millions sur la table pour racheter le truc, aujourd'hui c'est plus possible pour Biped, mais ça aurait été cool en tant que tel au départ. Et puis surtout, ça ouvre un réseau assez incroyable. Donc voilà, donc moi c'est un peu mon retour d'expérience de un côté bootstrapper un petit projet, et puis de l'autre côté monter une boîte où on a levé auprès de family office, de fondations, d'un fonds VC et de pas mal de business angels. Les deux sont hyper intéressants. Je pense que ça dépend vraiment de si on cherche un truc un tout petit peu plus posé comme rythme de croissance un peu plus sain, peut-être plus petite échelle, et sur quelque chose qui est un tout petit peu plus simple potentiellement, et ça je mets vraiment des guillemets autour de ça, mais qui est potentiellement un peu plus simple à résoudre en termes de tâches, parce que moins intensif en capital au début. Ou est-ce qu'on se lance sur un truc où on vend la lune en tant que tel, et puis on essaye construire un gros cas, de s'ouvrir un réseau, et puis d'essayer de partir à l'attaque d'un projet avec des gros déploiements financiers, et puis un commitment donc des fois un peu plus court, pour arriver à revendre la boîte à un moment. Donc voilà mon retour d'expérience là-dessus. Je serais curieux d'avoir vos avis aussi, et puis n'hésitez pas à comme d'hab me laisser des commentaires et me dire ce que vous en avez pensé, et puis si vous êtes plutôt team bootstrap ou team levée de fonds. Et puis je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Ciao.